On a aussi Norman Cornett. Je l'ai choisi de même. C'est correct, ça? Oui, oui. Norman Cornett, historien en sciences des religions, qui est très connu. Et puis, merci de venir à l'émission, M. Cornett. D'abord, l'élection de ce pape américain. Vous avez enseigné les sciences de religion. Vous avez parlé de la culture, de la politique. Est-ce que c'est pas là l'exemple parfait de la combinaison de ces trois éléments? Dans le cas du nouveau pape, je crois, croyez-le ou non, c'est que le Vatican a pris les grands moyens. Ça n'a pas l'air. Personne ne s'attendait que ce soit un pape américain, mais je rappelle à l'auditoire que lors du communisme, le bloc soviétique, en 1978, on a choisi comme pape celui qui venait de la Pologne, un pays communiste, et qui était en arrière du rideau de fer, et c'était pour mieux percer ce rideau de fer. Et j'ai l'impression, avec l'administration Trump, avec les divisions au sein de l'Église catholique américaine, puis elles sont grandes, ces divisions. Vous avez un courant libéral, vous avez un courant très conservateur. Donc, pourquoi a-t-on choisi ce candidat centriste, modéré? C'était justement pour mieux pallier aux défis auquel fait face le Vatican maintenant. Robert Prévost ou Robert Prévost, c'est très québécois comme nom. C'est assez étonnant pour nous. Mais moi, j'entends, M. Cornett, que Léon XIV, ce nouveau pape, va tenir tête à Donald Trump. Je vois pas sur quoi et comment, là, à part la question de l'immigration. Tenir tête, c'est-à-dire d'une façon tout à fait diplomatique, tout comme le pape Jean-Paul II, il n'allait pas avec un grand bâton contre l'Union soviétique. Et c'est ça la stratégie, parce que le Vatican, c'est avant tout un centre diplomatique, c'est le plus petit État sur la planète Terre, mais avec un corps diplomatique aux quatre coins du monde et avec une expérience millénaire. Donc, c'est ce savoir-faire diplomatique dont le Vatican et l'Église catholique a drôlement besoin. Et d'autant plus dans le cas du nouveau pape, c'est quelqu'un qui fait le pont non seulement entre les États-Unis et l'Église catholique, mais entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. C'est une première. Et ça, c'est très important, puisque les États-Unis, vous l'avez souligné, fait face à des vagues d'immigration. On ne dit pas par dizaines, par centaines, par milliers, ni même par dizaines de milliers ou centaines de milliers. À la frontière avec le Mexique, on parle des vagues des millions. Or, un peu le créneau du nouveau pape, c'est l'immigration. Mais l'Europe vit la même vague migratoire. En passant, le Vatican, je les ai pas vus accueillir beaucoup de migrants, moi, au cours des dernières années. Je sais pas vous, hein? Oui. C'est délicat parce qu'on est un État qui ne l'est pas. Ouais. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour pallier aux besoins. Comme une petite municipalité, hein, le Vatican, c'est pas énorme. C'est pas énorme, mais il faut dire, dans le cas du nouveau pape, c'est un gérant, c'est un gestionnaire chevronné. Il a une fiche de route très impressionnante. Qu'est-ce que ça va changer, ça, pour l'Église catholique? Mais il faut mettre de l'ordre dans la maison. C'est-à-dire? Parce que les finances, c'est toujours une grande préoccupation. Est-ce que c'était un coût financier d'avoir nommé un Américain? Ce n'est pas un secret que beaucoup des fonds, beaucoup des revenus de l'Église catholique proviennent des États-Unis, parce que vous avez là des donateurs énormes, milliardaires, multimilliardaires, sinon plus. Alors, dans ce sens-là aussi, c'était très stratégique. À quel point c'est une décision d'avoir nommé Léon XIV, là, Robert Prévost, à quel point c'est une décision politique et à quel point c'est une décision religieuse? C'est une décision religieuse dans la mesure qu'il fallait trouver un pape. La grande bataille qu'on livre actuellement dans l'hierarchie catholique, c'est que vous avez l'aile droite et l'aile à gauche, donc libérale et l'aile conservatrice.
avec Benoît XVI, c'était l'aile conservatrice qui avait gagné. Ouais. Avec François Ier, là, c'était davantage vers la gauche. Mais ce qui est intéressant dans le cas de François Ier et avec Léon XIV, c'est qu'on ne parle pas de la théologie de la libération. Et là, je pense à Gustavo Gutiérrez, qui est un courant théologique et politique au sein de... Perdez-moi pas, là. ne me perdez pas, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, c'est-à-dire que c'était une théologie qu'il fallait se libérer des dictatures de l'Amérique latine. Il y en avait, en Argentine d'ailleurs, ouais. où était le pape qui vient de mourir. Il y avait dictature au Brésil. Donc cette théologie de la libération, c'est qu'il fallait que l'Église soit le fer de lance, soit à l'avant-garde de la libération du peuple, de la population, des régimes autoritaires. OK, ce que je comprends pas, M. Cornette, c'est que tu sais, vous parlez de la gauche, la droite, les libéraux, les conservateurs au sein de l'Église, mais ça va jamais jusqu'à intégrer les femmes. Et ça me renverse. Ça va jamais jusqu'à respecter le droit des femmes de décider de leur propre corps. C'est quand même, tu sais, c'est quand même pas si progressiste ni libéral que ça. Là. Oui, il faut... Dans le catholicisme, il faut trouver la bonne mesure. Ouais. Dans toutes les religions, d'ailleurs. François Ier, et hier, le nouveau pape l'a répété, il veut favoriser une approche synodale. Or, des synodes, c'est non seulement pour l'hiérarchie ecclésiastique, mais c'est également pour rassembler les laïcs. Et il peut avoir une rôle des femmes de consultation dans cela. Donc l'idée, c'est... Mais pas des servantes, là. Pas pour apporter le lunch au cardinal. Non. Pas pour torcher le plancher. Consultation. Et d'ailleurs, moi-même, j'ai rencontré des sœurs religieuses avec les doctorats de Harvard University. Ouais. Alors, de grâce, vous avez des femmes hautement calées au sein de l'Église catholique. L'Église catholique se prive de ses cerveaux, de ses cœurs, de ses croyantes. C'est-à-dire que ces femmes peuvent aussi être gérantes, gestionnaires des ordres religieux, des femmes, des congrégations religieuses. Mais jamais propriétaires de la boutique. Mais je vous donne un exemple ici même, à Montréal. On a les Hospitalières, Jeanne Mans, qui est là au centre-ville, avec un musée, merveilleux d'ailleurs. Vous savez, quand vous êtes PDG d'un hôpital, et là, avant la Révolution tranquille des années 60, gardons en tête que tout ce qui portait vers la santé, vous qui venez de vous parler des hôpitaux, je vous assure, monsieur Trusiak, que la mère supérieure, et c'était supérieure dans tous les sens du mot, elle n'était pas dupe, c'était une comptable, c'était une gestionnaire, et l'hôpital qu'on appelle l'Hôtel-Dieu ne marchait jamais dans le rouge. Jamais. Or, êtes-vous nostalgique de cette époque-là, vous? Mais des bons gestionnaires, comme vous venez de souligner, avec l'ancien maire, puisque la motivation était tout autre. On était au service des patients et du grand public. On n'était pas là pour faire de l'argent. Alors, ces femmes, ces mères supérieures, c'était des chefs. Ouais. Est-ce que ça vous manque? Vous avez enseigné à Concordia, à McGill, vous donnez des conférences à Sherbrooke, en France. Est-ce que ça vous manque une classe devant vous? Question très pratique. On m'invite souvent maintenant, puisque mon approche dialogique aux sciences de l'éducation et à l'enseignement est devenu un sujet de thèse de doctorat et de maîtrise. Donc ça, j'aime bien cette expérience. Ceci dit, la première chose que je dis quand on m'invite dans les facultés de sciences de l'éducation, c'est que enseigner, ce n'est pas un job, ce n'est pas un emploi, ce n'est pas une carrière, c'est une vocation. Vraiment? Parce qu'après les parents, personne aura autant d'impact que les enseignantes et les enseignants. Or, pour moi, ça, c'est mission sacrée. Quand vous parlez d'atelier dialogique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'invite les gens comme le premier ministre du Canada, Paul Martin, ou encore le premier ministre du Québec, Dr Jacques Parizeau, ou encore le premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, et
on est en face avec les chefs de la société québécoise ou canadienne, puisqu'il n'y a rien qui peut stimuler les étudiantes et les étudiants que d'être en présence de ces gens-là. Personne commence à la Maison-Blanche. Personne commence au Vatican. Robert Prévost a commencé comme enfant de chœur. Là, il se trouve au Saint-Siège. Et il faut comprendre qu'on peut avoir de l'influence sur ces jeunes-là qui vont aller ailleurs, qui vont diriger un jour la société. Mais ils deviennent des modèles. Et ces modèles ne sont pas unidimensionnels, sont seulement sur un écran ou seulement à l'écoute, mais ils sont là, en chair et os. Alors, vous imaginez à quel point c'est valorisant pour une étudiante de 19, 20, 21, 22 ans de tenir tête au Premier ministre du Canada, tenir tête au... Et je fais pareil avec la Cour suprême du Canada. J'ai invité l'honorable Charles Gontier parce que je savais très bien que plusieurs de mes étudiantes et étudiants voulaient devenir avocats ou avocates. Mais combien c'est bon d'aller là et d'échanger personnellement. Donc, ma raison d'être, c'est d'humaniser, personnaliser, voire, je dirais même, individualiser l'éducation supérieure. Avant qu'on se quitte, Norman Cornett, est-ce que le nouveau pape, Léon XIV, arrive en pleine guerre des religions? Oui, malheureusement, c'est que souvent... le nationalisme a instrumentalisé la religion, que ce soit la religion islamique ou autre. Et ça, c'est une stratégie. Instrumentaliser la religion. Vous venez sacraliser la guerre. Guerre froide, guerre sainte, djihad, ainsi de suite. Mais j'aimerais boucler la boucle en parlant de le nouveau pape. Pourquoi a-t-il pris le nom Léon XIV? Puisque là, il fait référence à son prédécesseur en 1878, Léon XIII, qui lui proposait un moyen qui n'était ni vulgairement capitaliste, ni encore moins communiste, mais il proposait et d'ailleurs, il avait l'encyclique Aeternae Patris de 1891 et qui a lancé ce qu'on appelle le catholicisme social. Or, ça, c'est là où se situe le nouveau pape. Il veut vraiment un catholicisme à l'écoute et qui correspond aux besoins. Mais le catholicisme social, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va rencontrer les besoins du peuple, de la population. Ce n'est pas seulement des paroles dans l'air. Là, on va rencontrer leurs besoins. Dans l'action. Que ce soit l'éducation, que ce soit médical, que ce soit l'enseignement. Et encore, j'insiste sur l'histoire autrefois, on disait le Canada français, depuis les années 60, le Québec, la Révolution tranquille, jusqu'aux années 60, qui assurait les travaux, les besoins sociaux, l'enseignement et les besoins médicaux. Et c'était l'Église. Ouais. Et très bon marché aussi. Ouais, c'est un bon choix, Robert Prévost, comme un nouveau pape? Je crois qu'il va chercher sa voie. Je crois il va étonner les gens. Qui plus est, il n'a que 69 ans, ce qui veut dire qu'il a la possibilité d'avoir un très long pontificat. Il va laisser donc sa marque sur l'Église catholique. Il est là pour un bout de temps. Ah oui. Hey, j'en connais, moi, à 75 ans, qui sont encore très en forme, comme vous. Merci. Norman Cornett, historien en sciences des religions, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. C'est réciproque. Merci d'être venu à l'émission. Merci à vous.